Bienvenue sur le podcast à écriture. Je suis Isa, coach de vie littéraire, autrice et podcasteur. Vous pouvez me retrouver sur Insta ou prendre rendez-vous sur aécriture.fr pour accomplir enfin vos ambitions d'écrivain. Dans ces épisodes, on se parle méthode d'écriture, quotidien d'auteur, galères et petites victoires. L'écriture est un processus qui peut changer votre vie si vous acceptez enfin de vous engager envers vous-même. Alors, si comme moi, vous êtes passionné d'écriture et de narration, installez-vous bien confortablement, armez-vous d'une bonne boisson réconfortante et on est parti. Hello! Bienvenue pour ce nouvel épisode qui, j'en ai peur, risque de ne pas faire l'unanimité. Il y a peu de temps, j'ai vu le film Demon Slayer, la forteresse de l'infini au cinéma, film d'animation qui est adapté d'un manga. Et je ne suis pas certaine que tous mes auditeurs soient férus de ce genre de lecture. Mais avant que vous ne désertiez, sachez que l'idée n'est pas de transformer mon podcast en critique ciné, mais d'aborder des questions de narration qui sont pleinement adaptables à la littérature et donc à l'écriture de votre roman. En effet, je suis convaincue qu'on peut apprendre plein de choses hyper intéressantes en allant fureter en dehors de la littérature pure. Mais si vous ne lisez vraiment pas de manga ou que vous ne connaissez pas Demon Slayer, pas d'inquiétude, cet épisode est aussi pour vous. Je vais vous expliquer tout ce qu'il y a à savoir, et désolé pour ceux qui connaissent déjà bien l'histoire, et ce qu'on va surtout faire, c'est analyser des éléments constituants du film. Dernière chose, spoiler alerte à tous ceux qui n'ont pas encore vu le film, mais qui projeteraient de le voir. Peut-être devriez-vous attendre avant d'écouter cet épisode. En effet, pour que l'analyse soit la plus poussée possible, qu'elle vous apporte quelque chose scénaristiquement parlant, je vais être obligée d'aller dans les détails et raconter des choses qui sont révélées dans le film. Ceci étant dit, si vous avez vu le film ou si vous vous en fichez du spoil, installez-vous bien confortablement, prenez votre boisson préférée et on est parti. Premièrement, c'est quoi Demon Slayer pour ceux qui ne liraient pas de manga ou qui seraient passés à côté du phénomène? Je vais essayer de vous exposer de manière simple et didactique les points principaux à savoir afin que vous compreniez les tenants et aboutissants du film. Si mes informations vous donnent envie d'en savoir plus, à vous d'aller fureter. Demon Slayer, c'est tout d'abord un manga, une bande dessinée japonaise publiée chapitre par chapitre dans le magazine Weekly Shonen Jump, soit la plus grosse publication de manga au Japon. Dessinée par Koyoharu Gotouge, c'est ce qu'on appelle un shonen, soit un manga à destination des jeunes garçons. En gros, pour le Jump, on se parle d'un public cible masculin dans la tranche d'âge de 12 à 18 ans, même si, on va pas se mentir, les lecteurs sont bien plus diversifiés. Il y a bien entendu des filles, des femmes, des adultes, etc., etc. Mais tout ce contexte est à avoir en tête pour comprendre la structure de ce manga à succès. C'est donc une œuvre papier à la base, mais Demon Slayer a connu sa vraie hype lors de la sortie de sa version animée, notamment pour son animation de dingo. Et c'est pour poursuivre la série que le film dont on va se parler, La forteresse de l'infini, a été réalisé. Alors, de quoi ça parle Demon Slayer ? Dans Demon Slayer, on est dans une époque fictive inspirée du Japon de l'ère Taisho, soit de 1912 à 1926, juste après une période de modernisation et d'ouverture à l'Occident. Au tout début de l'histoire, on a un jeune vendeur de charbon, Tanjiro, qui vit avec sa grande famille une petite vie tranquille. Il a plein de frères et sœurs, sa mère est vaillante, mais son père, malheureusement, est décédé après une longue maladie. Une nuit, toute sa famille va se faire massacrer par un démon alors que Tanjiro, lui, va être sauvé par un tueur de démons. Alors que celui-ci s'apprête à tuer l'une des sœurs de Tanjiro, Nezuko, qui est encore en vie mais qui a été transformée en démon après l'attaque, Tanjiro va le supplier de l'épargner et de lui donner une chance de la faire redevenir normale. Et voici comment on est lancé dans l'histoire. On se parle donc d'une structure hyper efficace pour commencer, avec une intention du héros qui est définie, prenante.
il a un but clair et ça ouvre sur un univers riche, palpitant, avec plein de possibilités d'action, d'apprentissage, etc. C'est un schéma assez classique pour un shonen où, bien souvent, le héros va devoir acquérir des compétences, devenir toujours plus fort pour affronter des dangers plus forts encore. Donc, à partir de là, notre Tanjiro, il va intégrer le corps des pourfendeurs de démons, qui sont des guerriers entraînés à combattre les démons. Jusque-là, rien de surprenant. Les meilleurs de ces guerriers doivent manier ce qui s'appelle le souffle, qui n'est pas vraiment un pouvoir, mais qui permet d'insuffler, en quelque sorte, la force des éléments dans ses coups de sabre. En gros, ça ressemble un peu au principe du chi ou au ki des arts martiaux qu'on vient superposer au combat de sabre. Voilà. Pas la peine de me fustiger dans les commentaires, je fais extrêmement simplifié pour ne pas perdre les moins initiés à tout ce qui est arts martiaux, anime et folklore japonais. Bref. Tanjiro, durant son histoire, il va rencontrer tout un tas de personnages et en plus de sa quête initiale, qui est de sauver sa sœur, il va s'embrigader dans la guerre qui oppose les pourfendeurs au maître des démons, Muzan, un démon qui souhaite pouvoir vivre comme un humain normal au grand jour. Je ne vais pas vous faire la liste des gens qu'il croise, ce serait vraiment le meilleur moyen de vous perdre, même si, pour ceux qui m'écoutent sur YouTube, je fais en sorte de vous mettre une petite image à chaque fois pour que vous vous y retrouviez plus facilement. Retenez juste le nom de Tanjiro. Giyu, qui est donc le guerrier qui a sauvé Tanjiro, Zenitsu, qui est un ami un peu couard de Tanjiro, et Akaza, qui est le principal antagoniste du film qui nous intéresse. Oui, je sais, il y a plein d'autres personnages dans le film. Mais je structurerai mon analyse sur ces principaux personnages parce que c'est d'eux que j'ai le plus à dire. On simplifie le propos, les amis. Ce qu'il faut ensuite savoir pour que vous compreniez bien, c'est que les guerriers les plus puissants sont appelés piliers et occupent chacun une place en fonction du type de souffle qu'ils manient. Le feu, l'eau, la foudre, le son, etc. En face, chez les méchants, on a le grand méchant, donc Muzan, mais on ne le voit pas dans le film, donc on n'en parlera pas. En dessous de lui, par contre, on a les 12 lunes démoniaques, qui sont les démons les plus forts du camp adverse. Bon, vous me suivez toujours ? Ces 12 lunes, Tanjiro va les rencontrer une par une durant les différentes saisons de la série. Chaque lune a des capacités qui lui sont propres, et bien sûr, chaque combat fait évoluer les héros sur un point bien particulier. Dans le film, on a la 3e lune, Akaza, qui est la lune qui nous intéressera principalement aujourd'hui. Et son duel contre l'un des piliers dans la saison 2 a marqué tous les spectateurs de la série. C'est donc un comeback et une opportunité de revanche que les fans attendent avec impatience. Durant les différentes saisons, les héros ont évolué, ils sont plus forts. Tanjiro est plus mature qu'au début, il sait maintenant utiliser 2 souffles, le feu et l'eau, même s'il ne maîtrise pas tout à fait parfaitement. De son côté, Zenitsu, son copain qui a un peu peur de tout, il a pris en assurance et il a moins peur de son ombre. Au moment du film, on arrive en gros au moment où les héros vont sur le territoire du grand méchant pour en finir avec la guerre. Mais ce que vous devez savoir, c'est qu'il y a encore 2 films ensuite qui sont prévus pour vraiment finir l'histoire. On n'est donc pas encore complètement sur l'arc final. Voilà. Je pense qu'avec ces informations, vous avez une bonne vision de ce que l'on s'apprête à décortiquer. Ceux qui ont lu le titre de cet épisode, vous devez peut-être vous demander si, quand je parle de cas d'école, c'est pour en dire du positif ou du négatif. Et avant de répondre, j'aimerais connaître votre avis si vous l'avez vu. Donc n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. C'est bénéfique pour le référencement et ça aide beaucoup la chaîne à se développer. Les avis sur ce film sont ultra partagés, comme souvent sur la sphère internet, mais en gros, soit les gens ont adoré, soit les gens ont trouvé ça indigeste. Certains disent qu'ils n'ont pas vu le temps passer, d'autres que 2h30 c'était bien trop long et qu'ils auraient bien fait 1 ou 2 entr'actes. L'animation,
toujours au top, même si la 3D et le cel shading divisent toujours un peu. Les musiques, au top aussi. Il y a vraiment des points sur lesquels personne ne reviendra chouiner. Bref, si on résume, les qualités techniques sont là, mais soit les gens ont passé un moment de folie, soit ils étaient quand même un peu dégoûtés. C'est en tout cas un film qui n'a laissé personne indifférent, et c'est normal. En ce qui me concerne, je suis effectivement ressortie de la salle de cinéma en me disant La forteresse de l'infini, c'est un cas d'école. C'est, pour moi, l'exemple parfait de pourquoi on n'écrit pas un film comme on écrit une série et que l'adaptation d'une œuvre sur un nouveau format doit être réfléchie, pensée pour ça. Entendez-moi bien, j'ai passé un bon moment devant ce film. Il a plein de qualités indéniables, mais aussi, il faut le dire, de grosses lacunes. Et surtout, une principale dont on va se parler aujourd'hui. Déjà, c'est une certitude que j'ai, et il me semble que ça a été en plus avéré, mais ça se voit que ce film n'est en fait qu'un enchaînement d'épisodes de série qui sont mis bout à bout. Je n'ai pas lu l'œuvre originale, donc je ne sais pas s'ils ont tout simplement suivi les chapitres de manière ultra loyale, mais c'est l'impression que ça donne. Au niveau du rythme, de la structure narrative, de l'enchaînement des actions et des arcs, on sent que ce film n'a pas été pensé comme un film, comme une entité unique, vouée à être vue en une seule fois. Et ce qui renforce en plus ma conviction, c'est que cette méthode, ils l'ont déjà utilisée pour la saison 2, Le Train de l'Infini, pour laquelle ils ont sorti tous les épisodes en format film, puis, dans un second temps, en épisodes découpés pour lui donner une nouvelle vie en format série. Donc là, ils ont tout simplement repris le principe. Mais si la saison 2 s'y prêtait peut-être assez bien, moi, je l'ai vu en format série, mais je me dis qu'en film, ça doit passer, eh bien cette fois, ça passe moins bien. Pourquoi la saison 2 ça passait ? Eh bien, parce que déjà, il y avait une contrainte de lieu, de personnages et d'histoire avec un début et une fin claire, qui permet d'avoir un ensemble cohérent, qui va vers un point donné, etc. En gros, on ne s'éparpille pas. Alors que pour la forteresse de l'infini, on est dans un lieu défini, certes, mais ce lieu, il bouge tout le temps, et surtout, on a plusieurs groupes de héros qui ne vont pas tous au même endroit, n'agissent pas en même temps, et on est au début d'une bataille qui ne va pas finir à la fin du film. Certains font une apparition éclair, d'autres commencent un combat sans l'avoir fini à la fin, et d'autres encore restent durant un temps et finissent leurs arcs d'un coup. Mais comme l'histoire commence sans commencer, parce qu'on est directement dans le lieu au milieu d'une action qui se poursuit de la saison précédente, et qu'à la fin on ne conclut pas tous les arcs, qu'on est toujours dans le même lieu, limite dans la même configuration qu'au début, eh bien on n'a pas vraiment l'impression de la résolution qu'on attend d'un film qui se tient. En plus, l'enchaînement des combats des différents pourfendeurs fait qu'on ne reprend jamais haleine. Et ça passe si on a 12 ans et le cerveau hyperactif. Et surtout, ça passe en format série, mais pas en film. Parce que quand le générique de fin arrive à la fin d'un épisode, notre cerveau, il peut faire reset en quelque sorte. C'est comme finir un chapitre dans un livre. Même si on continue notre lecture, notre cerveau a vu qu'il y avait une cassure dans le rythme, qu'il aurait pu, voire dû, s'arrêter là. Rien que pour ça, ça permet de souffler, sans même parler du fait que tu peux aller pips, te faire un café ou carrément faire une pause. Et c'est le principe même de cliffhanger. Ce qui fait rester le lecteur ou le spectateur, c'est qu'on ne lui donne pas tout d'un coup. On lui tease quelque chose qu'il veut. La cassure dans le rythme, elle est là pour créer un manque, pour renouveler l'envie. Peu importe si on binge tous les épisodes d'un coup, ça fonctionne quand même. Mais si on coupe le générique et qu'on enchaîne des scènes prévues pour des cliffhangers, l'effet tombe à l'eau et on est uniquement dans de la surenchère. Narrativement parlant, ce film est un cas d'école, je vous le redis. On a tous les ingrédients d'une structure narrative simple et efficace, et ceux d'une réalisation qui fait retomber le soufflet. La saison aurait été un banger. Le film, c'est juste un truc indigeste. Bon, j'entends déjà quelques « ok boomer »
Et j'avoue qu'avec mon mec, on était sans doute les plus âgés dans la salle. Mais je ne crois pas que ce soit un réel problème d'âge. Moi, j'aime l'action, j'aime quand ça bouge, mais il est nécessaire de se rendre compte que ce n'est pas parce que ça bouge dans tous les sens et que les actions s'enchaînent que c'est forcément top. Il y a une différence entre un film coup de poing et un film qui te laisse KO. Et c'est quand on prend du recul qu'on voit vraiment de quel bois est fait un film. Quand on sort de la salle de ciné, qu'on en a pris plein les yeux et plein la tête pendant 2 heures et demie, que la musique était top, que l'animation était folle, il est légitime de se dire qu'on a passé un super moment. Mais un super moment ne veut pas dire un bon film. Et vous imaginez bien que, narrativement parlant, il y a plein de trucs qui m'ont laissé sur ma faim. Dans sa structure, un arc de Demon Slayer, que ce soit en papier, en série ou en film, ça a toujours la même tête. On commence dans un lieu donné, on tombe sur des démons, le héros combat vaillamment jusqu'à l'apparition de l'antagoniste principal, souvent une lune, puis les héros et la lune combattent jusqu'à ce que l'apprentissage du héros fasse effet. Il met la lune à mal et avant l'action qui va la finir, on a le droit à un flashback qui révèle pourquoi ce démon surpuissant est devenu ce qu'il est. Résultat, on comprend en quoi il s'est fourvoyé, on a de la compassion pour le méchant et on est un peu triste quand il se fait trancher la tête. C'est une structure ultra simple qui a fait ses preuves et qu'on retrouve dans beaucoup d'autres œuvres qui ont marqué des générations. C'est un système que l'auteur a eu clairement raison d'utiliser. Mais, le défaut d'utiliser un système, c'est le fait qu'il devient systématique. Et c'est un peu ce à quoi Demon Slayer nous a habitués. Ici, notamment dans le combat qui oppose Tanjiro à Akasa, on pouvait presque dire en avance quand allaient avoir lieu les flashbacks, l'apparition de la musique, etc. Bon, ça n'en fait pas une daube, parce que ça fait du bien, parfois, d'avoir une œuvre qui fait les choses simplement, sans chercher à nous surprendre à tout prix. C'est même rafraîchissant, dans le contexte actuel où on a l'impression que si on ne réinvente pas la roue, notre histoire ne vaut rien. Alors que, même si on se doute de ce qui va arriver, ce n'est pas pour ça qu'on est déçu. Non. Ce qui déçoit ici, c'est, encore une fois, le rythme. Alors, voyons la structure globale du film. Dès le début, on est directement dans l'action, au sein de la forteresse de l'infini. Les pourfendeurs sont éclatés en plusieurs groupes qui doivent faire face à différents démons. La première partie du film se concentre sur un combat entre la deuxième lune et l'une des piliers. Ce combat est intéressant parce qu'il a un aspect personnel. La sœur du pilier a été tuée par la deuxième lune. Il y a une volonté de vengeance, des passages en flashback rapides qui expliquent la situation, des thèmes forts comme la vengeance, l'héritage et la transmission. Ça fonctionne bien. Ça ne se termine pas particulièrement bien pour le pilier, et ça donne donc au film une tension, parce que c'est dit, tout le monde ne s'en sortira pas vivant. Et ça, c'est ok. Bon, avec ce combat et tout ça, on en a déjà plein les mirettes. Ensuite, sans attendre, et je précise bien, sans attendre, on passe sur un combat encore une fois très personnel, mais un peu moins bien amené. On suit Zenitsu, le froussard, qui rencontre la 6e lune. Cette 6e lune n'est rien d'autre que l'ancien frère d'armes de Zenitsu, disciple du même maître que lui. À l'époque de leur apprentissage, la lune voyait Zenitsu comme un raté, car Zenitsu ne connaît qu'une seule forme du souffle de la foudre, sa première forme, qui est considérée comme la base, si vous voulez, alors que la lune, lui, maîtrisait toutes les autres formes, sauf celle-ci, qu'il considérait comme la plus nulle et donc indigne de lui. À cause de ça, leur maître voulait les faire devenir tous les deux les nouveaux piliers de la foudre, au lieu d'en choisir un seul. Sauf que l'idée ne plaisait pas du tout à la lune, qui s'est alliée au démon pour prouver sa puissance. Je tiens à préciser que l'existence de ce codisciple et sa trahison ont été évoquées dans une précédente saison, parce que sa trahison a provoqué le suicide de leur maître, ce qui rend leur confrontation hautement émotionnelle. Cependant, dans le film même,
on ne nous rafraîchit pas particulièrement la mémoire et les raisons de la trahison sont balancées de manière assez abrupte. Et au niveau du rythme, on a déjà eu un combat intense, avec des flashbacks et des retournements de situation. Et là, on enchaîne tout de suite avec ça. Zenitsu tombe sur son ancien codisciple. Ils se battent, on a le flashback et il gagne en utilisant une nouvelle forme du souffle de la foudre qu'il a inventé à partir de la première forme, ce qui va déstabiliser son adversaire. Scénaristiquement, c'est ultra bien trouvé. Zenitsu démontre à ce moment-là qu'on peut devenir redoutable en ne maîtrisant qu'une seule forme, et il prouve également qu'il a tellement maîtrisé son art qu'il a été capable d'en retirer une nouvelle forme. Ce qui, habituellement, n'est possible que si tu es un génie, en gros. Son arc est donc ainsi résolu. Sincèrement, je trouve ça top. Mais la manière dont ça arrive, c'est tellement dommage. Le combat arrive sans préambule, ça va à 1000 à l'heure et surtout, il est en sandwich entre deux gros segments du film. Du coup, comme on passe directement à autre chose, on l'oublie aussi rapidement que c'est arrivé. Et cet écueil, ce n'est pas vraiment que le combat n'est pas assez long ou quoi, non, c'est juste le format du film qui ne lui fait pas honneur. En série, ce combat il doit durer au moins 2 ou 3 épisodes, je pense, ce qui lui donne le temps d'exister, de prendre son temps et de s'imposer dans notre esprit. Mais là, ça tombe à l'eau. D'où le besoin de créer un moment de pause après une péripétie ou un pivot haut en couleur. Pour mieux apprécier une action remarquable, il est bon de laisser un temps de vide ou de ralenti derrière pour que notre cerveau s'imprègne de ce qu'il vient de vivre et en saisisse l'ampleur. Dans le film, on a fait ouverture, premier combat, mort d'un pilier, deuxième combat, Zenitsu conclut son arc principal, et pouf, troisième combat. Wow. Et là, on passe à la partie la plus conséquente du film. Le troisième arc avec le combat de Tanjiro, Giyu, et la troisième lune Akaza. Et ce combat, c'est clairement un combat de série. J'aurais aimé avoir la mémoire nécessaire pour vous dire combien d'épisodes j'ai compté, mais franchement, je suis incapable de vous le dire. En tout cas, il dure au moins 5 épisodes faciles. Toujours est-il que l'une des règles de l'écriture d'un combat réussi, c'est qu'au-delà de l'action, une confrontation doit laisser transparaître une lutte interne ou un combat personnel. Il doit y avoir quelque chose derrière chaque coup, chaque décision stratégique. Sauf que dans le film, il y a l'animation des actions qui sont superbes, mais qui prennent tout l'intérêt du spectateur dans un premier temps. On échange des coups parce qu'il faut que ça claque. La plupart des gens sont là pour ça, donc il ne faut surtout pas les laisser sur leur faim. Mais soit, ok, il faut des moments comme ça. Sauf que, comme tout dans ce film, ces différents moments ne s'imbriquent pas les uns aux autres. On a clairement des phases. Et ces phases, elles viennent complètement casser la dynamique. Ce qui fait qu'on a une première phase de combat où Tanjiro et Giyu affrontent Akaza en donnant des coups, en faisant virevolter leurs sabres, etc. C'est très chouette, mais ça n'avance à rien d'autre que du grand spectacle. Akaza, petite précision, c'est la lune qui a réussi à tuer l'un des piliers qui s'était engagé à former Tanjiro dans la saison 2. C'est donc un personnage qu'on attend de voir se faire dégommer, parce que le pilier en question, il était très apprécié, et sa mort a marqué les fans et notre héros. Mais quand on le retrouve ici, ce Akaza, c'est un peu plat, là où cette nouvelle rencontre aurait dû provoquer quelque chose de très émotionnel. Dans cette phase, la mise en tension, elle est absolument pas maîtrisée et c'est dommage. Mais on va pas se mentir, ça vient surtout du fait qu'on vient de se taper déjà plus d'1 heure de combat qui s'enchaîne et qu'on commence un petit peu à fatiguer. Et je dis pas ça que pour moi, parce que dans la salle, ça se sentait que la tension décrochait. Régulièrement, on pouvait voir les écrans de téléphone se relever pour checker l'heure, regarder un message ou que sais-je d'autre. Mais comme on sait qu'on va avoir un combat structurant en histoire, on s'accroche et on se concentre. La deuxième phase, c'est celle où Tanjiro et Giyu doivent trouver une manière d'agir ensemble alors qu'ils ne maîtrisent pas les mêmes souffles, qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde émotionnelle et que Tanjiro, il est moins expérimenté que Giyu.
Akaza, lui, il est monstrueux. Il agit comme s'il anticipait chacune de leurs actions et semble impossible à toucher. Durant cette phase, on sent que la notion d'éradication des faibles est au centre de son histoire. Mais on en sait encore peu. Le combat continue d'être très visuel, mais il exprime beaucoup plus les limites que rencontrent les héros face à un adversaire démoniaque. Leur approche du combat est très différente et fait réfléchir peu à peu notre héros, qui va s'aligner avec Guillou et finir par atteindre Akaza à plusieurs reprises. Pour ça, vous sentez qu'on a un truc qui fonctionne dans l'absolu. Mais en tant que spectateur, on s'en prend juste plein la face et ce que je vous ressors, c'est une analyse à froid de ce que j'avais apprécié sans réfléchir. Une troisième phase s'enclenche ensuite. Le combat, il devient super dur. La fatigue, les blessures et le doute s'en mêlent. C'est la cata. Mais c'est la cata aussi pour Akaza. Quelque chose vacille dans son assurance et pouf, on est parti pour les flashbacks. Et moi, j'aime les flashbacks. Mais là, on s'en prend plusieurs d'un coup, enchaînés seulement par une passe à chaque fois, donc un temps très court de combat, ce qui rend le truc plutôt indigeste. Allez, je vous explique. Durant le combat, lorsqu'Akaza se rend compte qu'il n'est pas infaillible et que Tanjiro arrive à déjouer sa vitesse et sa force, et même à le blesser, eh bien ses souvenirs de sa vie humaine vont lui revenir. On apprend que dans son passé, il s'est toujours battu dans un souci d'altruisme, qu'il a eu une vie de chien et que des faibles ont empoisonné des personnes qui lui étaient chères lorsque ceux-ci ont compris qu'il ne pourrait pas les battre à la loyale. C'est donc la raison pour laquelle il conchit les faibles. Ce sont des couards qui ne méritent pas de vivre tant ils manquent d'honneur. C'est un flashback qui est bien mené, mais qui paraît hyper long, et ce, malgré le fait qu'il soit coupé en 2 ou 3 parties. Le problème ici, c'est qu'on se bouffe encore une fois tout d'un coup sans pouvoir mûrir ce qu'on vient d'apprendre. Et aussi parce que ce personnage prend une ampleur tout d'un coup totalement folle, alors que finalement on l'avait peu revu depuis au moins 3 saisons. Ce qui fait que le flashback, il bousille le rythme du combat en l'étirant énormément, et en plus qu'on a à peine le temps de faire le lien entre les actions du méchant, le combat et son passé. On se prend tout dans la face, et ça pousse le spectateur à sortir de l'histoire pour respirer, à briser son implication, parce que sinon, il suit plus. Et c'est pour cette raison qu'en sortant de la salle, on entend des trucs du genre « Ouais, c'était trop chouette, mais les flashbacks, c'est relou. » Alors qu'en vrai, c'est un peu l'intérêt principal du film, vu que sinon, on est sur de l'action non-stop et totalement gratuite. C'est la manière d'entrer dans la tête des personnages qu'a trouvé l'auteur. Donc, si t'enlèves ça, autant regarder un match de boxe, quoi. Pourquoi pas, hein, mais quand on s'implique dans une histoire, on est quand même là pour un peu plus que voir des gens se mettre sur la gueule. Et donc, en fait non, le flashback ou la longueur du flashback ne sont absolument pas le problème. C'est le rythme du film le problème. Le fait de tout balancer d'un coup nous donne une indigestion. Et puis là-dessus s'ouvre la 4e phase de ce combat avec la transcendance du héros. Durant ce combat, Tanjiro se souvient d'un enseignement que lui a transmis son père quand il était encore en vie. On est donc reparti pour un tour. Un coup, une esquive improbable de son corps qui lui rappelle quelque chose, flashback, compréhension, mise en application, et pouf, Tanjiro dégomme le méchant. Encore une fois, dans le film, ça semble aller très vite. Mais en série, on aurait pu mieux apprécier l'enchaînement, l'instinct de compréhension qui change tout et qui va lui donner la clé pour vaincre l'antagoniste. Là, ça vient au milieu d'une tornade, d'un too much information. Sur le papier, et dans le manga papier, j'en suis sûre, c'est impeccable. Tous les ingrédients sont là pour faire un bon scénar. Mais là, ça tombe à plat. On dirait qu'il sort un truc de son chapeau qui ne vient de nulle part. À ce moment-là, Tanjiro lui donne un coup qu'on croit fatal. Mais Akaza semble encore une fois se régénérer. Les héros sont au bord du gouffre, on en vient à penser que tout est perdu, mais là, dernier flashback d'Akaza et résolution. Enfin,
Akaza se souvient de sa vulnérabilité d'humain, de pourquoi il voulait être fort et accepte son sort. Il comprend que, depuis tout ce temps, il se bat contre sa propre faiblesse et qu'en fait, c'est lui, sous sa forme démoniaque, qui est le vrai faible à éradiquer. Et là, fin du combat. Les héros sont proches de la mort, ils sont à bout, épuisés, et on se dit « Oh, merde, il reste encore 2 films ». On revient ensuite à la deuxième lune qui combat une nouvelle adversaire, amie du pilier, que la lune a tué, mais ce combat ne se termine pas car le film s'arrête ici, complètement ouvert sur la suite. C'est, vous en conviendrez, une vraie fin de série, encore une fois, mais qui laisse un goût amer pour ceux qui auraient aimé une petite résolution, ne serait-ce que minime. Et là, si vous trouvez mon résumé difficile à suivre parce que rempli d'informations et qu'on n'a pas fait de pause, eh bien imaginez qu'Alternade est ce film qui dure 2 heures et demie. Voilà le gros problème du rythme et de la structure de ce film. Pour moi, c'est un cas d'école sur ce point. Les ingrédients seuls ne suffisent pas. Si le rythme ne vous laisse aucun moment pour respirer, comprendre et vous imprégner de ce que vous venez de voir ou de lire, vous allez perdre votre lecteur ou votre spectateur. Et surtout, vous diminuez votre impact narratif. Pris un à un, les éléments de cette histoire sont cool. Et ce, même s'il y avait à redire sur beaucoup de choses, telles que le manque de teasing de la menace d'Akaza durant les autres saisons, que le développement du personnage de Tanjiro sur cet arc est égal à 0. Finalement, il apprend quelque chose, mais il n'évolue pas. Que sa relation avec Giyu n'avance pas non plus. Que la deuxième lune sort de nulle part alors que sa puissance et le massacre des 2 sœurs piliers voudraient qu'on ait envie d'en découvrir davantage. Que le système de révélation via les flashbacks mériterait un petit coup de frais. Que le teasing de la première lune pédale dans la semoule depuis plusieurs saisons. Bref, il y a des choses dont on pourrait parler encore longuement. Mais comme cet épisode est déjà long, très fourni en explications, je ne vais pas traiter de ces considérations-là. Si vous souhaitez par contre qu'on en parle dans un autre épisode, n'hésitez pas à me le dire parce que vraiment, il y a des choses très intéressantes à apprendre. Vraiment, ce que j'ai voulu vous transmettre ici, c'est l'importance de bien réfléchir à votre structure narrative en fonction de votre support. Ce film, c'est l'exemple type de pourquoi un film ne peut être pensé comme on écrit une série. Et si on va plus loin, on n'écrit pas un roman one-shot comme on écrit une saga. Le rythme, le teasing, le principe de setup-payoff, l'action, l'introspection, tout ça doit être pensé en fonction du temps et de la longueur de votre histoire, de la tension narrative à développer, des cliffhangers à placer, etc. Un mauvais rythme peut bousiller votre histoire. Encore une fois, je ne sais pas s'ils ont simplement adapté le manga papier en suivant sa trame au millimètre, ou si ça vient de leur envie de segmenter le film en plusieurs épisodes pour lui donner une durée de vie plus longue. Mais dans les 2 cas, le choix de faire ce film de cette manière démontre que l'intérêt derrière, c'est pas de faire une bonne adaptation de l'œuvre originale, mais de faire de l'argent. Et ça, ça me tue. Parce que les gens s'en satisfont. Et en leur proposant ça, on leur dit que ça, c'est ce qu'ils doivent attendre. Que ça, c'est un film qui est bien fait. Alors que c'est un film qui n'est pas un film. Comprenez bien qu'à la production, ils n'ont pas fait ces choix parce qu'ils se sont dit que ce serait la meilleure manière de faire. Non. Personne ne leur a demandé de faire 3 films d'arc qu'ils auraient pu étirer sur 3 saisons d'animé. Leur choix, il dépend uniquement d'un raisonnement financier, car un budget pour un film n'est pas le même que pour une série diffusée à la télé ou sur une plateforme. Faire ce film doit appeler plus de subventions ou de contributions, débloquer les fonds nécessaires pour produire une animation de cette qualité, alors que s'il s'était agi d'une série, ils n'auraient peut-être pas eu les moyens. Mais pour autant, ils n'ont pas voulu revoir leur manière de mettre en scène l'histoire. Ils auraient pu faire s'entremêler les arcs, faire une seule montée en puissance, plutôt que plusieurs courbes qui s'enchaînent sans être vraiment liées.
Mais ça demande une réflexion d'adaptation, un travail au scénario et une dénaturalisation de l'œuvre originale qu'ils n'ont pas voulu aborder. Le format série convient bien à l'histoire principale Demon Slayer parce que c'est une série. C'est une série qui est publiée sous format de chapitres qui sort une fois par semaine. Et c'est pourquoi je me permets de dire qu'ils ne se sont pas donné les moyens pour en faire un film qui se tient. Et aussi, d'où ma conviction qu'ils segmenteront après en épisodes, même si ça n'est pas encore avéré. Ce choix des producteurs, il vient aussi du fait que l'intérêt pour la série est en train de s'essouffler. En effet, la publication est terminée depuis un moment dans le Jump, et il faut bien renouveler l'événement à chaque sortie de saison. On ne peut donc pas leur enlever qu'ils souhaitent finir cette série en beauté, avec une animation toujours au top, et pour ça, ils doivent rencontrer un succès commercial. D'où les sorties au cinéma. Financièrement, c'est viable et sans doute une très bonne solution. Mais pour ce qui est de l'œuvre, je suis désolée, mais ça la dessert totalement. L'histoire, c'est une histoire très basique, et c'est vraiment l'animation qui a déchaîné les foules et créé le phénomène. Le film ne fait que renforcer l'impression d'une histoire simpliste, vide, même très peu réfléchie, alors que l'auteur, il a pensé à plein de choses, même si quelques erreurs ou maladresses sont peut-être à déplorer. Quand on en donne trop d'un coup, c'est la saturation assurée. Voilà, je vais m'arrêter là. Vous l'aurez peut-être compris, mais j'ai voulu faire cet épisode parce que je pense qu'il est très intéressant d'étudier ce genre de choses. Comprendre pourquoi une œuvre ne fonctionne pas alors que tous les éléments qu'on voit en cours de narration, que tous les ingrédients sont là, eh bien ça permet de comprendre peut-être ce qui ne fonctionne pas dans votre propre roman. J'espère en tout cas que mon analyse vous aura apporté quelque chose. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à me le dire en commentaire. Ce serait vraiment génial parce que ça aide au référencement, vous le savez. Pour que ce podcast continue d'exister, il lui faut acquérir de la visibilité. Sur ce, je vous remercie de m'avoir écouté jusqu'ici. Je vous souhaite une agréable semaine et on se retrouve mercredi prochain. C'était Isa d'Aécriture. Amour sur vous et écrivez bien.